Bonsoir, bienvenue dans RS Spécial Dakar, ravi de vous retrouver encore une fois pour un direct pour parler et débriefer des étapes du jour. La 7e étape, le dune est arrivé, les dunes sont arrivées, tout est relancé comme je le mettais dans le titre parce que c'est incroyable finalement la surprise. C'est le Dakar, tout simplement. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Et oui, une boucle autour d'Al Duadimi. On se dit, bon, ça va pas être compliqué, ça va pas être foufou, et on va avoir un statu quo. Eh bien, que nenni, justement, dans cette boucle autour d'Al Duadimi, eh bien, on a eu un profil d'étape un petit peu particulier, et on va y revenir dans quelques instants. C'est vrai que donc ils ont fait une boucle, mais il y a eu quand même des dunes, on a des belles images à ce sujet-là. On va commencer à arriver dans le quart vide, et c'est là que tout va pouvoir se jouer. On le disait que tout pouvait être relancé, c'est chose faite, ça a bougé en ultimate, ça a bougé en Moto 2, on n'a pas encore le classement classique, mais je suis étonné. Cool. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est toujours la bourre le classement parce qu'ils classique. arrivent plus tard. Ah, c'est juste à cause de ça? Ça arrive tard, bien sûr. Ouais. Ah ouais, d'accord, bon. Et une étape parmi les préférées de David Castera, donc l'organisateur du Dakar. Pourquoi? Oui. Parce que, tout simplement, c'est une étape où il y a un petit peu de tout, en fait. Du sable avec des dunes, des parties techniques, du rapide, un peu de pierre également, de la végétation, un petit peu de navigation aussi, mais on va le voir, il y en a eu un petit peu moins que prévu parce qu'il y a eu de la pluie. Oui, dans le désert, il peut pleuvoir. Et donc, il y a eu de la pluie, les traces étaient plus visibles que prévu. Donc, les pilotes ont pu rectifier un peu les erreurs et les détours pris par les adversaires. Le sable était un peu plus profond, les traces étaient un peu plus profondes, surtout dans ce sable un peu humide. Donc, une spéciale un peu atypique, finalement. 418 km pour les autos et les camions, 411 pour les motos, parce que oui, il y avait des parcours différents. C'est la première fois que ça arrive depuis le 48 heures chrono. Donc, les motos, c'était la spéciale bleue, et puis les autos, la spéciale jaune. Ah d'accord, bon, impeccable. Et donc du coup, il a plu? Mais oui. C'est rare. Ah, ça, c'est rare. Pourtant, normalement, il ne pleut que si je viens. Non, mais quand je suis allé aux États-Unis. Attends. Non, mais moi, je suis allé aux États-Unis. On m'a évacué pour cause d'inondation dans la vallée de la mort. C'était pas arrivé depuis 1939. Mais non. J'ai un petit peu le thermomètre au taquet. Donc, du coup, normalement, si j'étais sur place, peut-être qu'il serait vraiment mis à pleuvoir. On va le vérifier l'année prochaine quand tu seras sur place. Exactement. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre de voir des gouttes de pluie comme ça en plein désert. Finalement, ça bouge beaucoup. On les avait pas vues, ces gouttes de pluie, mais on sait que des spéciales avaient été modifiées justement en arrivant à Alula ou à Aïl, où il avait beaucoup plu aussi. Donc voilà, il peut pleuvoir. On n'est pas vraiment complètement dans le désert pour certaines portions. Mais là, en tout cas, c'était assez original et les pilotes en ont donc pris un petit peu à leur avantage finalement, en ayant des traces un petit peu plus tracées et plus claires. Ouais, en tout cas, on a des belles images. On se rend compte du timing où il se lève. Donc du coup, il se lève à 4h du matin. C'est dingue. Ils partent en liaison à minuit. Ouais, ils partent en liaison à 5h du matin pour un départ 7h, 8h, dernier délai. C'est un rythme qui est vraiment usant, pesant. On voit même la flotte. C'est vrai qu'il pleut, il fait froid. On se rappelle même en Amérique du Sud, il y a même des portions où il neigeait. C'est vrai. Et ils étaient là, gelés. Il n'y aura pas de neige. Non, mais c'est vrai qu'on pense que le Dakar, il fait chaud, les cocotiers. Enfin, bon, j'en rajoute, évidemment, c'est pas des cocotiers, mais il fait froid le matin, il fait froid le soir. Il peut faire froid. En fait, c'est la difficulté du Dakar, et même quand c'était en Afrique, c'est les différences de température, évidemment, entre la journée où il peut faire 40, 45, 50, et puis le soir où, des fois, il faisait dans le désert africain 8, 10. Ça fait des différences de température énormes. Là, par exemple, la journée de repos à Aïl, il faisait 2 degrés. Donc on se rend compte quand même qu'il faisait pas très très chaud. Ah oui, ça commence à être difficile. On n'a pas préparé le sommaire, alors vous savez à quoi vous attendre, mais on va quand même vous le diffuser pour vous parler évidemment de nos infos du jour. On va vous parler des influenceurs, non, des ambassadeurs DF Goodrich. Un influenceur. Eh oui, et justement, il est dans le Dakar classique. Autant vous le dire tout de suite, évidemment, Vince, tu as raison. Pour une fois, le classement classique est disponible. Il a fait P20, ça y est, il est dans le top 20. Ça fait plaisir, Valentin Simonet. On parlera d'Ultimate, comme on vous le disait. Tout est relancé. Clairement, le top 3, top 5, tout est... c'est à raison de 10 minutes, 15 minutes. C'est incroyable. Il reste 1300 km de spécial chronométré et ça va être génial. Le SSV, on va voir où on en est. Xavier de Soultret, on va voir comment ça se passe pour Olivier Pernaut et Benjamin Rivière. Et les autres, évidemment. La moto aussi, avec Adrien Van Beveren. On va voir où est-ce qu'il en est dans ce top 3 à conserver. Pas évident. Avant les dunes. Et avec une énorme surprise en catégorie Rallye 2, avec Edgar Canet qui a fait
une performance incroyable sur cette épreuve. La partie camion, là par contre, je ne sais pas du tout où on va. C'est toi qui vas m'apprendre tout ce que tu sais sur le camion. Et l'étape de demain pour l'entrée dans le car vide. Exactement. On va s'en approcher en tout cas. On va c'est toujours pas le début. Non, on arrive vers Riyad. Et ça sera le car vide bientôt. Très bien. Eh ben, on part tout de suite sur les infos du jour. Tu voulais nous parler des Pouponneaux de père en fils. Ils sont dans quelle catégorie ? Alors en fait, c'est Maxime Pouponneau qui lui est engagé à moto, donc il fait partie des 39 rookies à avoir pris le départ de cette édition 2025. On a parlé de la famille Moraes, avec Lucas, avec son papa aussi, Marcos, qui est présent sur le Dakar. Et ben, ce ne sont pas les seuls à aimer le Dakar, justement, parce que ça m'a fait rire. Maxime, il est sur une Fantique en Rallye 2, donc la deuxième division de moto, et il suit les traces de son père, Laurent, qui avait été concurrent au Paris-Dakar entre 98 et 2000. Tu me vois venir, 98, départ à Versailles. Et ben, il était là, il était là. Vu passer. Et ben voilà, tu l'as vu passer, et Maxime était à Versailles en 98 pour voir son papa, donc Laurent, prendre le départ à 3 reprises donc, du Dakar. C'est fou, lui il y est, moi je suis toujours à Paris. Il est 68e au classement du Rallye 2 et à 18 heures de Sanders, mais au moins il est encore dans la compétition. Je suis en train de me rendre compte, tu te rends compte que si jamais on avait eu Rémi à l'émission, à chaque fois qu'on avait parlé de Moraes, il a fait sa chanson Morales. Non, c'est Morales. Oui, mais on serait devenu fou. mais c'est un hommage évidemment à un humoriste. C'est ça, on l'a bien vu. Bon, tu vas nous parler de David Casteux, un vrai Dakarien. Il veut rallier l'arrivée, il veut pas lâcher maintenant. Ah non, il va pas lâcher maintenant. Alors on sait qu'il, pour ses 50 ans, il s'est fait plaisir à revenir. Alors en fait, on a plus d'explications. Pourquoi a-t-il eu un problème de boîte de vitesse ? C'est qu'il a heurté un rocher qui a cassé sa chaîne. Et donc, le fait que sa chaîne soit endommagée, la boîte de vitesse a cassé. Il a quand même réussi à ramener sa KTM à 2h du matin. Mais comment il a fait ? Si la chaîne elle casse. Je pense qu'il a pu réparer un tout petit peu. Il a récupéré peut-être 1 ou 2 rapports. Franchement, j'ai aucune explication comment il l'a fait, mais il a réussi. C'est pour ça que quand on a fini l'émission, on pensait que c'était terminé pour David Casteux, mais non. Alors, il est arrivé un peu hors délai, si je puis dire, en tout cas très très loin. À 2h du mat, il arrive au bivouac. Il faut réparer, évidemment. À 10h du matin, il était au départ de la spéciale, avec simplement donc, quelques petites heures de débours, j'allais dire, à 92e position, avec une boîte neuve, mais malheureusement, il n'est plus en compétition. Il est en Dakar Experience. Oui, il a été hors délai, évidemment, il est arrivé trop J'étais vraiment persuadé, et je ne sais pas pourquoi, j'avais un souvenir que, en gros, l'étape d'avant, elle existait encore 24 heures pour tous ceux qui étaient à la bourre pour pouvoir rattraper petit à petit. Alors peut-être qu'on a changé aussi les choses. Il faudrait demander à un spécialiste du règlement, mais en tout cas, lui va continuer en Dakar Experience. Il veut terminer son 14e Dakar et arriver à Choubaïta. Ouais, c'est clair. Et peut-être qu'il a eu du bol. Non, du coup, il est hors délai. Parce que j'allais dire, là, il n'y avait pas de liaison, parce que souvent, ça part. Comme là, c'est une boucle. Ils étaient arrivés à Aldo Adimi. Il a peut-être eu la chance, parce que tu dis, tu arrives à 2h, tu repars à 10h. Tout en réparant. Oui, non, mais parce que tu n'as pas justement le départ dont on parlait en début d'émission, où tu pars à 4h38, parce que tu as 200 bornes de liaison à faire et c'est pas évident. C'est vrai. Mais en tout cas, il a bien travaillé. Il y en a d'autres qui n'ont pas trop de chance, parce qu'on a parlé de famille également, à la famille Coronel, avec Tim et Tom. Vous vouliez qu'on en parle ? Oui, non, c'est moi. À toi ? C'est toi qui voulais qu'on en parle ? Eh ben, on va en parler, malheureusement. Souci technique pour le CR7 qu'ils engageaient, donc les 2 frères jumeaux, avec Tim, qui est moins connu dans le milieu du sport méca par rapport à Tom Coronel, qui a été champion d'Europe, notamment de voiture tourisme, qui a roulé en Formule 3, qui a roulé avec Jos Verstappen, qui était très proche de Max Verstappen aussi, la connexion néerlandaise, évidemment. Et Tim et Tom ont dû mettre pied à terre. Ils n'avaient pas dormi. Ils avaient vraiment tout fait pour réparer. Et en fait, les officiels leur ont dit non. Vous ne pouvez pas prendre le départ de la spéciale numéro 7. Il y a dû avoir un problème sur la sécurité, j'imagine, ou sur les délais, ou ils n'ont pas expliqué pour quelle raison. En tout cas, ils ont eu un non, mais ils auront l'occasion de continuer en Dakar Experience, eux aussi, et ils veulent montrer les couleurs, ont-ils dit, pour montrer leur performance. Je serais curieux de savoir ce qui est la raison. Ils sont tellement à fond sur les réseaux, ça se trouve, ils l'ont déjà dit. Si vous avez le temps de le regarder pendant qu'on continue l'émission, s'ils en parlent sur leur réseau de ce qui s'est passé, parce que... Ils ont passé la nuit dans le désert, en tout cas. Ils ont passé la nuit dans le désert, ils n'ont pas dormi. Et ils avaient réussi à rejoindre le bivouac, mais voilà, ils ont été mis hors course. On va parler d'abandon maintenant sur quelques-uns. Bradley Cox avec la KTM numéro 12. Le fameux. C'est pour ça que je voulais en parler, je ne pouvais pas ne pas en parler. Malheureusement, Bradley Cox, lui, a été en fait victime d'une chute 100 mètres après le départ de l'ES6. C'était hier, 100 mètres après.
Incroyable. On a parlé du kilomètre Pourtant, 16. c'est pas le président de la FIA. Non. Non, ça peut arriver. Et puis, comme tu dis, on dort peu. Donc forcément, il peut y avoir des petites difficultés. On est seul quand on est au guidon. Donc il suffit qu'il ait voulu peut-être bouger un petit élément de ce roadbook. Il a sauté une case, je sais pas, il s'est déconcentré. En tout cas, il est tombé après 100 mètres. C'est fou, hein. Et il s'est arrêté. Alors, il a quand même continué, mais il s'est arrêté au kilomètre 48 pour se faire examiner par l'équipe médicale et ils lui ont dit que c'était terminé. Donc, le fils d'Alfie, Cox, était 12e au classement général, le numéro 12, anciennement en propriété de Xavier de Soultret. Et c'était lui le premier pilote privé, malheureusement. Mais voilà, il est obligé de mettre pied à terre. Ce qui me paraît étonnant, c'est de s'en mettre une 100 mètres après le démarrage. Genre, t'as passé la 3. Tu peux perdre le contrôle. Non, mais ça, il a dû perdre l'avant sur un. Je sais pas, enfin, c'est Avant pas l'arrière, très bizarre. on n'y était pas malheureusement, mais en tout cas, bon, c'est l'abandon. Dommage. Et Michael Docherty, il était bien. Il a perdu du temps. Il est revenu. Il en est où là? Alors, attends, il était bien. Il est quand même tombé la première spéciale. Il était bien après sa chute. Voilà. Remettons en contexte. Mais encore quand même fragilisé par cette épaule. Fracture, certes petite, mais fracture quand même de l'épaule après la chute dans le S1. En fait, on a l'explication pourquoi est-ce qu'il a terminé 53e hier. Oui. Eh ben, il est retombé sur son épaule. Oh là là là. Non, mais c'est incroyable. En voulant éviter un véhicule, en voulant Et il éviter... reroule là. Et il reroule. Il est ravagé. Il est lui. incroyable. Il rend pas les armes, il veut absolument terminer ce Dakar. Bravo, Michael Docherty. Il est 7e de l'étape du jour en Rallye 2. Il est incroyable. Alors, par contre, il est loin au classement, mais c'est un phénomène. Ok. C'est ça le Dakar. Non mais ok, c'est ça le Dakar, mais tu te casses l'épaule, tu retombes dessus, t'as moyen qu'après ce soit terminé ton épaule après en revenant. Faire une fracture sur une fracture, enfin. C'est un motard, et les motards, on sait qu'ils n'ont pas de limite. On se souvient qu'en MotoGP, Jorge Lorenzo roulait avec des béquilles, Olivier Jacques longtemps a roulé avec des béquilles, Cal Crutchlow Oui, mais ils se sont pas mis, d'être... ils ont pas Attends. fait un high side sur la fracture, c'est ça que je veux te dire. Ouais, d'accord. C'est que, mais ok, bon. ça te tenait, t'as mal, tu serres les dents. J'ai déjà roulé en kart, en endurance, hein, sur une 24 heures après mon premier relais. Je me suis cassé les côtes. Oula, J'ai mordu dans voilà, mes joues. dans le volant. Ouais, mais j'aurais repris un choc latéral. Ah oui. J'aurais abandonné. Ah bah là, lui, il n'abandonne pas, il veut terminer ce Dakar, il lui reste encore donc un peu plus de 1300 bornes en chrono, et bravo à lui, moi je voulais vraiment le souligner, ça fait partie de ces vraies légendes du Dakar, même si ça ne fait pas 10 participations, mais voilà, Michael Docherty, c'est un nom qu'il faut retenir. Ah ouais, c'est vraiment très très impressionnant, parce que alors là, je vois pas comment il peut faire une performance pareille. Moi non plus. On parlait des motards qui étaient passés sur 4 roues, c'est Toby Price et Sunderland qui étaient ensemble, et ils ont abandonné, ça y est, c'est Ouais. officiel. Alors ils ont dit raison médicale, on ne sait pas exactement quoi. Ils ont surtout été dégoûtés d'avoir perdu énormément de temps alors qu'ils étaient à un moment donné 4e de cette épreuve. C'est vrai. 4e du général avec leur Toyota. Toby Price, Sam Sunderland qui sont tous les deux doubles vainqueurs à moto du Dakar. Malheureusement, donc, voilà, on a déploré leur abandon et Toby Price a quand même dit quelque chose d'assez intéressant. On a choisi de nous retirer du Dakar pour des raisons médicales. On espère que ce ne sera pas le dernier. L'avenir nous le dira. Ouais, Ils seront vraiment les bienvenus, en tout cas. ouais, c'est clair, mais c'est pas très optimiste tout ça. Tu crois? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Je Mais en trouve ça tout bizarre. cas, ouais, je sais pas en plus si c'est Toby ou si c'est Sam qui est plutôt diminué, mais en tout cas, ils ont perdu énormément de temps sur un problème mécanique et c'est vrai que dès le S5, je crois, ils étaient relégués très loin. Ça doit pas être évident, les copilotes, avec tous ces tassements on est de d'accord. suspension, parce que tu es sur tes notes et d'un seul coup, plaf, tu entends Eh ben, prendre un gros coup. je rebondis parce que tu en parlais à Sébastien Loeb, avec justement Dacia qui Oui, avait mis en place ça- un vérin, je crois que c'est ça. Ah, c'était une bouteille de gaz en Ouais, fait, d'accord. Pour amortir, quoi. Ouais, sur le baquet, qui pouvait accepter de prendre des chocs, de les diminuer en tout cas, Ouais. par rapport à cette Mais compresse. c'est tout à fait logique. On se souvient de Daniel Elena au Dakar qui avait eu le coccyx fêlé. Et d'ailleurs, ils avaient dû abandonner sur cette raison-là pour un atterrissage trop fort. Timo Rotianen en WRC avec Marcus Gronholm sur un saut en rallye. Il avait été blessé, il a souffle coupé. Non, c'est compliqué d'être copilote. Donc, c'est peut-être Sam Sunderland qui a été blessé. On n'a pas plus d'informations. Apparemment, problème au cervical, nous dit Dark Even. Ah là là, eh ben voilà, pour Sam. Eh ben exactement, merci pour la précision. Voilà, on se doutait que ça pouvait être plutôt le copilote, c'est le cas. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, la course ne pardonne rien. On voit beaucoup de pilotes qui reviennent avec des problèmes au cervical. Ça Bien doit être sûr. extrêmement violent. Et puis attends, tu fais 8-10 heures dans la voiture, que ce c'est soit en ça, liaison ou en compétition. Donc non, c'est vraiment galère. Et il l'avait déclaré, je crois que c'est Toby Price qui l'avait déclaré, on pensait que c'était facile en auto, c'était pas si simple. On le voit. C'est un peu plus facile, mais ça reste extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'était déjà... En fait,
c'est que c'est tellement monstrueux en moto C'est ça. que ça reste quand même très difficile en voiture, mais c'est pas non plus, c'est pas C'est pas le même 107.7 et défi. tu Honnêtement, t'arrêtes. c'est pas le même défi parce que à moto, le truc c'est que tu fais tout. Tu fais ta nave, oui. tu pilotes, tu restes attentif, etc. Et puis t'as pas de carrosserie. La voiture, tu prends des vitesses encore plus grandes. Il y a quand même ce défi de navigation. T'es avec quelqu'un, ça peut aussi te saouler un petit peu entre guillemets d'entendre Oui. toujours quelqu'un parler. Enfin, non, c'est une autre. Et malheureusement, difficulté. et cette année, on en a pas. Je croise les doigts pour que ça maintienne comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de motards qui ont Bien sûr. des soucis et qui ont des accidents graves, souvent en liaison. En voiture, ça reste quand même un peu plus safe. Tout à fait, bien sûr. Mais ouais. Heureusement. Mais en tout cas, c'est dommage pour eux parce que c'est vrai que ça se passait bien. On les aimait bien. Ouais, exactement. Enfin, on les aime toujours bien d'ailleurs. Tout à fait. On part du côté moto dans ces news avec Sandra Gomez. Ah. Elle est en Rallye 2. T'en as Exact. déjà parlé Et pendant c'est cette pour ça. quinzaine. Je fais quand même des petits rappels. Je vois ça. Pour les gens qui nous suivent quand même depuis le début de cette quinzaine. On est très heureux d'être avec vous justement, grâce à BF Goodrich justement tous les soirs. Sandra Gomez, en fait, elle est donc la seule femme engagée en Rallye 2 par Fantic. On sait que c'est un projet de souvenir des femmes dans le Rallye Raid. Eh bien, elle est toujours dans le top 50. Tu m'en as parlé hier justement. Ouais. Elle est 45e, généralement autour de la 46e place chaque spéciale. C'est encore C'est le pas cas mal, hein. aujourd'hui. Et bravo à elle parce que je trouve que on a entamé la deuxième semaine, elle est là, elle est toujours dans le rythme et elle ne se fait pas piéger. Donc bravo, je voulais souligner encore une fois cette initiative de Fantic. C'est beau, et si tu vois, si elle est régulière, mais à la fin, ça paye et elle n'est pas en Dakar Experience. Mais voilà. Ah non, c'est elle est beaucoup. en Dakar, Non, c'est bien. le vrai, le pur, le dur. Hein. C'est propre, et on parlera tout à l'heure du Rallye 2, je vous le dis, avec une énorme performance d'Edgar Canet. Ça fait plusieurs jours, et avant de partir sur nos ambassadeurs, tu nous parles de Mission 1000. Mais moi, ça fait même quelques années que je vois parler Ah oui. de Mission 1000. À l'époque, je crois que c'était sur Eurosport, ils en parlaient. Tout à fait. Mais j'ai jamais compris ce que c'était. Ça avait l'air, c'est un truc un peu écolo par rapport au carburant, c'est ça? Mission 1000, depuis 2021, ça y est, j'en parle enfin. Vous allez pouvoir avoir des informations. Ça fait partie du programme Dakar Futur. Donc en fait, ce sont des projets audacieux dans un laboratoire géant, le laboratoire évidemment du désert. C'est un peu l'esprit pionnier du Dakar hein, qui est au cœur de ce projet Mission 1000. C'est une initiative qui vise à utiliser le rallye, ce rallye raid, pour développer des ressources plus durables, du carburant notamment, des énergies alternatives sur le rallye. Il y a 3 types de motorisation concernés par Mission 1000, électrique, hydrogène ou hybride, pour commencer, j'allais dire. 5 véhicules sont engagés dans ce Dakar. Il y a ce camion-là, camion MAN, il y a 3 motos également, et puis un SSV qui est engagé. Donc d'ailleurs, eh bien, si on veut parler du classement, c'est le camion hein, qui est en tête avec Jordi Giovanteni, le pilote, qui est à bord de ce camion hydrogène, un MAN hydrogène. C'est d'ailleurs le premier camion hydrogène à avoir terminé le Dakar en 2023. C'est sa 33e participation, c'est un peu le Pescarolo du Dakar, hein, notre ami espagnol. On a également ce SSV, Yoshio Ikemachi, qui est engagé sur un SSV HYSE, YISE, je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, c'est un acronyme pour dire Hydrogen Small Mobility Engine Technology. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une association qui regroupe 4 constructeurs. Donc en fait, on retrouve Toyota, Honda, Yamaha et Kawasaki qui se sont mis d'accord pour développer cette motorisation-là hydrogène, ICE, voilà, HYSE, sur ce moteur 4 cylindres de 998 cm3, un moteur 4 temps refroidi par liquide, un poids de 1500 kg pour le moteur, j'entends. Et ben on retrouve Yoshio Ikemaki, tout à fait, qui est performant par rapport même au camion, où en fait il est vraiment pas loin du tout. Et on sait que l'hydrogène compte notamment pour Toyota, hein, évidemment, aux 24 heures du Mans. Et donc ça fait partie de ces initiatives. Et puis on a aussi des motos électriques. Et justement, là, pour parler des voitures, les constructeurs en Ultimate, ils jouent le jeu. On parle de Toyota, mais il y a à peu près que eux qui le font. Eh non, alors non, justement, en Ultimate, en fait, ils jouent le jeu. Alors l'année dernière, on se souvient que Audi avait gagné en ayant une motorisation, on va dire hybride, parce qu'il y avait donc ça un va dans le moteur Mission 1000. électrique. Non, mais c'est via cette initiative Mission 1000 que Audi avait réussi à s'engager, parce qu'il y avait déjà eu des précurseurs en 2021, 2022, 2023, et puis donc Audi est arrivé, voulait gagner. Ils ont gagné avec un groupe motopropulseur électrique. Alors, il y avait aussi un moteur diesel, hein, ça on l'a pas produit. Il faisait un foin, le truc. Ah oui, ça faisait quand même du bruit. Il y avait des problèmes d'autonomie, voilà. Bon, bref, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, on a vraiment une initiative qui est mise en place par les organisateurs du Dakar. Audi a gagné avec son RSQ e-tron. Et donc, chaque année, en fait, on a des mesures finalement qui incitent les constructeurs à s'engager et à progresser. Et donc, ces constructeurs en Ultimate cette année, puisqu'on nous demandait, je boucle la boucle, hein, là aussi, pas autour d'Aldoadimi, mais je boucle la boucle, puisque Dacia fait rouler ses Sand Riders, et ça je l'ai appris, avec un carburant 100% synthétique cette année.
Ford M-Sport utilise un biocarburant, tout comme Mini et Toyota. Donc, il y a une volonté vraiment des acteurs de la discipline de poursuivre les expérimentations. Et c'est grâce à Mission 1000, justement, qu'on peut arriver à mettre ça tout en place. Bah, écoute, magnifique. Et juste avant de partir sur les ambassadeurs, il y a un règlement particulier ou... Exact. Ah oui, parce que ça reste quand même une compétition. Pourquoi c'est le un camion... classement parmi le classement, en fait? Oui, alors c'est un classement entre eux, entre les 5, parce qu'on ne peut pas vraiment se battre à armes égales sur d'autres technologies, j'allais dire, qui sont plus éprouvées. Mais on a un vrai barème qui existe, donc on doit faire plus de 1000 km pour ces concurrents-là. Ce n'est pas tout à fait le vrai Dakar, ce n'est pas les 5000 km. Ah oui, d'accord, ok. Mais si on manque une étape, ça peut arriver, eh bien la jauge à 100% va rester incomplète, parce qu'on a un système de jauge pour un petit peu immortaliser l'énergie, j'allais dire. Et donc le concurrent ne marque pas la totalité des points. Pour marquer 100 points, il faut faire 1000 km. On a aussi l'autonomie qui entre en ligne de compte. Et il faut finalement, un petit peu à l'instar du Dakar classique, qu'on va évoquer dans un instant, il faut avoir un mode de conduite un petit peu régulier, une régularité qui compte. Et donc, un mode de conduite normal dans des conditions tout-terrain, ça vous donne un barème. Si vous êtes moins rapide, vous avez 0 point de bonus. Si vous êtes plus rapide tout en économisant l'énergie, vous avez 10 points de bonus. Il y a aussi le départ arrêté sur 200 mètres, qui est une des épreuves, où en fait chacun fait son temps, et donc le meilleur prend 10 points de bonus. Et puis on a aussi le fan boost au début du Dakar. On avait les fans qui ont voté. J'aime pas les trucs de fan boost, moi non plus, la Formule I, c'est relou. Mais ça a été aussi ça. Adrien me demande si c'est un rapport le passage du diesel à l'essence pour la Mini, ou rien à voir. Ah, si, c'est lié parce que justement, c'est une nouvelle voiture qui a été développée et donc on voulait bien être engagé aussi dans ce phénomène en ayant du biocarburant. Donc bravo, Très bien. Belle question et c'est tout à fait lié. C'est beau. Je te propose de partir sur les ambassadeurs BF Goodrich. Alors, oui. tu sais quoi, sur Xavier de Soultré, on en parlera tout à l'heure sur le SSV, mais on a des images de Christian Lavieille notamment qui nous parlent un petit peu de sa catégorie, des images qui sont toujours aussi intéressantes. Alors, on va vous présenter notre catégorie, parce qu'on nous demande toujours dans quelle catégorie on se situe. Nous, en Doromotrice, on a droit à 1580 kg en poids mini. Les empattements, maintenant, c'est quasiment les mêmes pour tout le monde. Depuis 4 ans, les T1+, ont droit aussi aux roues de 37, comme nous. L'arrière, aussi, roue de 37. Nous, en étant en Doromotrice, pour dans les dunes, on a droit au dégonflage, ce que n'a pas le droit aux autres 4x4, les T1+. Et on a droit à un petit peu plus de débattement. Mais c'est pas toujours facilement exploitable à l'arrière parce qu'on a quand même les transmissions. Et si on met trop d'angles de transmission, on risque de les casser. Voilà un petit peu les grandes lignes de la catégorie Ultimate. Donc, nous, on va jouer une place au général, mais on va surtout essayer de jouer aussi la place au classement de la catégorie T1-2 qui sont les buggy, comme les buggy MD. Allez, on va dire que c'était une belle journée, Valentin. Il a fait du bon boulot en nav, c'était pas facile. Il y avait de la dune, un petit mot. Ouais, très belle journée, on a bien roulé, on a tenu un rythme élevé mais pas complètement fou non plus, donc juste ce qu'il faut dans les cailloux, dans le sable et tout. On a fait une super journée je trouve, on n'a pas fait d'erreur de nav et il y avait de quoi en faire. Je pense que les autres en ont fait parce qu'on sort 10 ou 11e de la spéciale, donc super. Ouais, apparemment ça jardinait devant, on doit être 11e par là pour l'instant de la spéciale, donc c'est bien pour demain. On a roulé sur un bon rythme, on a aménagé la voiture, faut penser aux jours qui suivent. Demain, il y a une grosse étape qui sera assez cassante, donc il faut pas s'affoler. La route est encore longue, on vous dit à demain, et puis c'est un bon dimanche. Ouais, bon dimanche. Allez, ciao. Eh ben, bon dimanche à toi, Christian. Bon dimanche, hein. Toujours P1, P19 dans le top 20, c'est magnifique, c'est cool. Il est top. Et c'est vrai qu'il a expliqué un petit peu, ça c'était intéressant aussi depuis le temps, il a profité de la journée de repos pour tourner cette petite vidéo. Ah, ça fait plaisir, c'est cool. Et on nous demande c'est quoi le débattement des suspensions. En fait, c'est la course en fait qu'ont les amortisseurs, et plus il y en a, plus ça amortit. C'est sûr que quand tu as des ressorts courts, par exemple, sur des voitures de course, c'est un tape-cul parce que justement, ça bouge pas, il n'y a pas de débattement. Et quand tu as des pompes à vélo, forcément, ça amortit les chocs. Sur des gros trucs, ça permet d'avaler les bosses beaucoup plus facilement. Et puis, il y a ce côté dégonflage aussi possible. À l'époque, c'était jouable. Je me souviens de Jean-Louis Schlesser, notamment, qui dégonflait justement pour passer les dunes. Là, c'est plus du tout autorisé. Exactement. On va partir directement sur le classique pour parler de Valentin Simonet, mais pas que, parce qu'on a aussi des images, c'est cool. Valentin Simonet, il est engagé en Dakar Classique. Tout à l'heure, je l'avais dit, il est passé 19 là. C'est vrai que... Ah, 19 Ouais, c'est cool. Je crois qu'il était 20. Ah il est 19, c'est parfait. Eh oui, et les images qui sont très cool.
J'espère que ça se passe bien, qu'il va réussir à nous rattraper un petit top 15, ce serait très cool. Je vais regarder le classement général, tu me mets le doute là. Non, mais ça va, 19, 20, moi ça me va. Moi je prends 19. Hein. Tout va bien. P20, t'as raison. Ah. P20 au général et de l'étape, il a fait, et donc c'est toujours Santa Olala qui est toujours premier. Il me fait rire celui-là. Toujours compliqué à dire. Oui, un peu. Et il a fait de l'étape 23 sur l'étape. Mais c'est bien. Il tient le bon bout, c'est de la régularité. Franchement, s'il peut nous sortir un P20 au général, ce serait magnifique. Mais alors là, avec l'ensablement sur les étapes qui Ça va pas être arrivent, facile, hein. ça va vraiment être une... Je voudrais pas être avec ces voitures-là. Non, et d'ailleurs, t'en parles, mais on a des vidéos justement Ah, sur les galères, sur l'ensablement. On a une petite pastille, comme on dit, un petit extrait avec, C'est ça, ouais. voilà, carrément en français. Allez, on va les écouter. C'est l'esprit Dakar, c'est démerder soi-même, y aller à fond, même quand ça va plus. Enfin, c'est l'esprit qu'il y a toujours une solution. On va faire nous-mêmes. C'est notre fierté là. Il y a toujours une solution. C'est sympa, c'est Ouais, très sympa. Hein. mais il faut être fou pour faire le Ah Dakar bah oui, parce classique en qu'on deux a d'autres chevaux. images, non mais c'est dingue, de galères complètes, mais je n'aimerais pas, parce que t'en parles des dunes qui vont arriver. C'est mais des regarde- Mitsu, ça. Mais oui, mais enfin, Mais c'est quoi, c'est une 504? Oh là là, je Ils sais pas. sont ravagés, les gars. C'est dingue. Non, mais à la limite, quand tu fais le 4L Trophy, ils ont tous 22 ans et demi, parce que c'est un rallye jeune, Oui, et que tout le monde a des pièces de 4L, je peux comprendre, mais va te mettre en deux chevaux. Bon, c'est sûr que tu peux réparer dans n'importe quel truc, ah oui, ça c'est sûr. mais en 4L, en deux chevaux, en 504, en... Enfin, faut y aller. Alors que tu vois, des vieux Pajero, des vieux Land Cruiser, Ah on sait, bah. les Land Cruiser, ils font 1 million de kilomètres au compteur, il n'y a Et pas tu de crois souci. pourquoi Valentin a choisi un Il a Land raison. Cruiser? Bah oui, mais bien sûr, Moi, c'était de- efficace. Moi, demain, je dois faire le classique. Je pense que le premier truc que je regarde, c'est sur le bon coin, c'est Land Cruiser. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je regarde Porsche. T'imagines, c'est la 205, c'est la T16. Ouais. Oh, mais faut être fou, t'imagines la Ah non, fiabilité de ça. c'est plus bas. Non, la T16, c'était beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant, mais là, c'est quand même... regarde ça, Ouais, dingue. ouais, c'est vraiment Ah, là, tu t'ensables direct. Hein. là, le vieux Range. Range. À la limite, un vieux Range, ouais. Ah Ça- Bah ouais, tu sais que ça tient. Le problème, c'est électronique Remarque, maintenant, t'as mais vu, les même vieux. avec, même avec un incroyable. Mitsu ou avec un Land Cruiser, tu t'ensables. Oh, il a fait faire casquette, là. Ah bah ouais. Mais je vais dire, c'était. Non, c'est Valentin, elle est bleue, sa voiture. Ah oui, non, mais là, il y en a un qui a fait casquette et là, c'est terminé. Hein, quand tu vois ça. Ouais, ça doit pas être évident. Bah, c'est magnifique, hein, mais par contre, tu peux vite te retrouver sur le toit. Ah ouais, du coup, avec l'assistance médicale qui arrive. Bon, ça va, il va bien. On a eu des infos, justement, parce qu'il nous a expliqué, il a expliqué, c'est pas un concurrent français, francophone, mais voilà, ils sont arrivés trop tôt, trop vite, et puis ils se sont fait piéger. La surprise derrière la dune, ça arrive souvent, et donc, voilà, il faut passer par la case médicale. C'est un truc que j'avais pas demandé pendant l'émission, où on avait tous les pilotes, c'est comment gérer les crêtes de dune. Pas être trop lent, parce que sinon tu montes pas la dune, pas être trop rapide, parce que sinon tu sautes et tu sais pas ce qu'il y a derrière. Si c'est à pic, ce qui est arrivé avec Carlos Sainz l'année dernière, c'était à pic complet. Là, pas cette année dernière. Ouais, là, mais l'année dernière aussi, c'était à pic, je crois, il me semble qu'ils avaient... il a gagné l'année dernière. Carlos Non, Sainz. alors c'était l'année d'avant. Ah, ok. Alors. Bon, ouais, il l'avait déjà fait. Non, c'était en 2019, je crois, j'avais vu Ah oui. des Et trucs... puis Fernando Alonso, qui avait fait je sais plus, son ouais. tonneau incroyable. Mais c'est ça, les dunes, c'est comment les passer en travers. Enfin, c'est vraiment extrêmement technique, ça doit pas être facile. Et par contre, en termes de sécurité, parce qu'il faut rassurer quand même tous les futurs concurrents qui voudraient venir en classique, il y a les retracks. Et donc tout de suite, dès qu'on est immobilisé pendant 3-4 minutes, même pas, un peu moins, on a tout de suite un appel. Ok, ça va bien, tout va Ouais, bien. ouais. Et on peut justifier. Mais on posera la question aux pilotes quand ils reviendront, les gestions des dunes et des crêtes. Je pense qu'on aura forcément des belles images cette année à débriefer après, parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus difficile, parce qu'après le reste, c'est du talent, c'est du pilotage, c'est vraiment la vista de ce que tu vois, d'anticiper les pierres, les dangers. Mais les dunes, Ouais, je suis d'accord. Ah, je sais pas. Là, parce que il n'y a rien qui te dit, attention, la dune à gauche... Normalement, tu as quand même un roadbook. Mais oui, mais quand tu vois que à droite, elle est hyper large, ta piste, elle est là, ton Ah oui. waypoint, il est là, tu sais que t'as un rayon de je sais pas combien de centaines de mètres et que juste en étant là où c'est un peu moins haut,
tu peux aller chercher ton waypoint, tu dis, bah, je vais essayer de passer limite, et en fait, à cet endroit-là, c'est à pic, et bah, tu sais pas ce qu'il faut doser, parce que quand tu es en l'air, voilà, il dit, il faut pas poser le châssis sur le haut de la Ah dune. non, c'est vrai. C'est une galère, je pense qu'on risque d'avoir des images à ce niveau-là dans les jours qui viennent. Oh oui, dans le quart vide. Exactement, on va partir sortir de le classique pour partir sur l'Ultimate. Et là, les cartes sont rebattues et la Tegane n'a plus autant d'avance qu'avant. C'est non. rien de le dire, c'est parti pour l'Ultimate. Et Guillaume nous dit, Olivier adore ça, en tout cas les dunes. On va voir ça tout à l'heure sur les images. Mais je sais savais pas qu'il adorait ça les dunes, parce que c'est vrai que Non. c'est un pistard. Hein, Mais donc, non, mais ouais. il adore pas du tout. C'est une blague. Ah, c'est une vanne. C'est Benjamin qui prend le volant à chaque fois C'est qu'il y a des vrai, dunes. il avait Ah oui. Tu parles qu'il adore les dunes, bien sûr. Ah ouais. Lui, il aime bien quand Oui. il sait où faut freiner, Tu taper vois, les freins le au bon endroit. débattement, il aime bien quand il est pas bien Ouais, grand, ouais. le débattement. C'est sûr. En Ultimate, qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de surprises, je le disais, ça s'est resserré sur la tête. Hein. Ah non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ça y est, le Dakar est relancé, mesdames et messieurs. Ça fait comme si on n'avait rien eu jusque-là. À ce point-là Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a déjà eu de la pluie qui s'est invitée. Il y a eu une petite erreur dans le roadbook qui a semé un tout petit peu la pagaille. Pour tous Pour tous, oui, pendant une petite section. On aura l'occasion d'écouter là dans un instant David Castera, mais avant, je te parle de Luca Moraes, qui a réussi à s'imposer avec son Toyota numéro 203. Premier, donc, alors qu'il a perdu plus de 3h30 au général après un problème mécanique, alors qu'il était dans le top 5 assez largement. Mais il veut faire des coups d'éclat. Et donc, c'est sa deuxième victoire d'étape sur le Dakar. Après 2024, l'étape 3, il devient donc le 7e vainqueur différent de cette 47e édition. Il s'en passe plein C'est de énorme. choses. Et David Castera, c'est un peu expliqué hein, sur ce problème justement de roadbook. On l'écoute rapidement, puis on peut débriefer. Effectivement, on a fait une erreur sur une note, donc les concurrents sont trompés. Donc nous avons neutralisé ce secteur-là. On a pu repartir sur des bonnes bases pour offrir un classement tout à fait logique et correct. On n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout Non. cas, on voit bien qu'ils arrivent dans des cul-de-sac, que ça jardine, comme on dit. C'est dingue parce qu'il y a eu une toute petite erreur en fait au kilomètre 158 de cette spéciale auto, puisque évidemment il y avait des roadbooks différents entre moto et auto. Et ben en fait l'organisation s'est rendu compte qu'il y avait un souci, donc on a corrigé le tir, on a neutralisé en termes de chrono, j'entends 20 km avant, 20 km après, ce qui veut dire quand même qu'on a 40 km où tu n'as pas de chrono possible pour rattraper du temps. Donc ça a perturbé certains. Ah, c'est pour ça. Et d'autres ont pu prendre l'avantage du fait que cette portion-là ait été enlevée. Donc imaginons que la Tegane ait gagné, je ne sais pas moi, 3 minutes sur cette Ça portion-là. se voit pas. Elle est à 0. Ah ouais. Et ils se sont tous fait avoir. Pas tous, mais une grande majorité. C'est pour ça du coup que l'organisation a très bien fait, ça arrive, hein, les erreurs, de tout de suite corriger le tir. Très bien. Eh bien justement, la Tegane, P15, il a 19,43 de Moraes. Ah, c'est lui a loin, mis, très, valise. très loin. Ah non, mais alors là, mais il s'est pris, mais valise, c'est clair. Il perd quasiment 10 minutes sur ses adversaires principaux au général. Et donc, eh bien, il conserve la première place, mais avec 21 secondes d'avance seulement Oh la vache. sur Al-Rajhi, avant d'arriver à Riyad, dans la ville, justement, de Yazid Al-Rajhi. Là, tout est relancé. Les Toyotas sont encore là, mais là, ça va être chaud pour la fin de cette épreuve. Ah ouais, mais là, 21 secondes sur Al-Rajhi, qui est stable, qui roule propre, et là, on arrive chez lui dans le quart vide. Ce serait pas lui un vainqueur potentiel, en tout cas. À 20 secondes, là, tout est possible. Alors, tout plus est possible. Bon, on peut dire qu'ils sont à égalité. Hein. Ah oui, là, c'est 20 pareil. secondes, Clairement. c'est pareil. Donc, juste avant d'arriver chez lui, il connaît bien, évidemment, ses dunes et ses voies, j'allais dire, et ses traces. Il a donc perdu 12 minutes quand même aujourd'hui. Il a fait un Al-Rajhi bon coup au général, mais il a perdu 12 minutes sur le vainqueur de la spéciale, Luca Moraes. Hein. Donc, bon, il a bien roulé, mais c'était pas non plus le meilleur chrono. Il est 7e de la C'est-à-dire spéciale. qu'il a perdu 12,48 s'il finissait à plus 11 par rapport à Moraes. Ah oui, donc il est large. C'est pour ça, donc c'était large. Non, c'est clair. Ah, c'est chaud pour la Tegane. Ah, mais la franchement, Tegane, là, aujourd'hui, c'était compliqué. Et puis, attends, on parle d'Al-Rajhi, mais à la TIA, je veux dire, on a forcément parlé de sa pénalité, il voulait l'enlever. Ben, on comprend mieux. Il termine 4e à 11 minutes aujourd'hui de Moraes, mais ce qui veut dire qu'il est à 21 minutes maintenant de la Tegane. Donc là, il y a tout qui est joué, tout ce qui est à jouer, pardon, et tout qui est de nouveau relancé. Il est toujours 4e au général. Il n'a pas de victoire d'étape sur son Dacia,
mais un gros rapproché de la première place. Et on sait que c'est pas impossible, même si on gagne pas d'étape dans un Dakar, de s'imposer. Ah oui. Demandez à Carlos Sainz l'année dernière. Mais évidemment, les victoires d'étape, c'est bien quand tu fais pas la victoire au général, mais clairement, les victoires d'étape, c'est à la fin, tout le monde s'en fout. On est Donc d'accord. c'est évident. Et là, c'est vrai qu'avec Lategan qui a perdu 19,43 par rapport à Moraes, là, on voit que Nasser Al-Attiyah, il est loin, mais 8, on voit 8, que 9 Lategan minutes. n'est pas inattaquable Ah non. et que tout peut changer. Donc Et ouais. son choix de ne pas ouvrir, finalement, il n'a pas porté ses fruits aujourd'hui. Donc C'est encore plus rageant pour Sébastien Loeb. Ah ben c'est sûr. Ah oui, ben c'est sûr. Il savait qu'il était encore dans le match. À un moment donné, quand il a été obligé d'abandonner, il était à 1 heure, un peu plus. Rien n'était perdu. Al-Attiyah, il était à 50 minutes à un moment donné. Donc voilà, Ah, tu mets un On est là. somme là de Eh haute oui. folie là. je sais. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais là, c'est vrai que là, Loeb, Ah le ben top non, 3, il est évidemment. large quoi. Ben, quand on Top. voit, Eh par oui. exemple, les Ford, notamment. Bah oui, avec, non mais grave. Oh. Matthias Ekström, qui est 2e aujourd'hui. Il perd 7 minutes sur Moraes. Il a tout dégoupillé, Moraes, aujourd'hui. Matthias Ekström, on rappelle que c'est un Ford Raptor qui est nouveau, qui peut encore être dans la course à la victoire. Le Suédois tient bon. Il est 3e du général, mais tiens-toi bien, à 10 minutes maintenant. 10 Ah minutes ouais. seulement d'écart entre les 3 premiers, 20 minutes entre les 4 premiers et donc Al-Attiyah, qui est avec son Dacia Sandriders. Et le 5e, c'est Mitch Guthrie. Alors, il est un peu plus loin, mais Mitch Guthrie, il est 5e du général à 40 minutes. Mine de rien, c'est Ford qu'on avait limite oublié. Ben, ils sont là. 2 Ford dans le top 5. Ouais, c'est propre. Et mais attends, mais 2 Ford dans le top 5, Et 2 Toyota. Il n'y a que Al-Attiyah qui, avec son Dacia, a Oui. réussi à résister. et il manque que Sainz, il doit être fou. Ah ouais, alors, Sainz, là, oui, il est déjà rentré, comme Sébastien Loeb, mais non, c'est franchement, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas le Dakar, j'en doute parce que vous êtes là, mais en tout cas, tout est relancé et c'est ce qu'on aime dans ce rallye raid. Et notre Français, Mathieu Serradori, dans son Ceinturi, il en est où? Dis-moi qu'il a gagné du temps. Non. Non. Oh 13e, il perd 17 minutes sur Moraes. C'est toujours le premier Français Ouais, au mais général. Attends, 17 sur Moraes, on rappelle quand même que Lategan en a perdu 19,43, donc c'est quand même... Il prend du temps sur la Tegane, 2 minutes, mais enfin bon, sur l'ensemble des 3 dernières spéciales, il a lâché 40 minutes. Il était à 10 minutes du podium. Là, il est maintenant au général 6e, à 54 minutes. Le podium, on rappelle que c'est Ekström à 10 minutes. Ouais, Donc, c'est- non, il est loin. ouais, il est loin, Il y a ouais. 40 minutes, 43 minutes d'écart ou 45 minutes d'écart entre donc Mathieu et Matthias Ekström et son copilote. Donc, bon, c'est pas le podium qui s'envole, mais enfin, on n'en est pas loin quand même. Ah, en tout cas, ouais, il a l'air bloqué sur cette P6. Ça fait plusieurs jours. J'ai l'impression que ça fait au moins 4 jours qu'on est sur P6 sur Mathieu Serradori. Ouais, dommage. Donc, il fait pas un mauvais Dakar, évidemment. Mais voilà, pour son passage du 2 roues motrices en 4 roues motrices, on aurait pu espérer peut-être avec la course d'attrition, si je puis dire, qu'il se rapproche. Mais là, il s'est même fait dépasser par Mitch Guthrie. Ouais, mais j'allais justement parler de Michel Guthrie, qui est à 40 minutes au général. Mathieu Serradori, 54 minutes. 14 minutes pour être au top 5, on le sait. Hein. Ça pourrait être un super résultat de se dire top 5. Entre top 5 top 6, mine de rien, il y a une place, ça Ah, change je suis tout. d'accord. Psychologiquement, Ah, bah, il y top a 5. le vainqueur, le podium et le top 5. Ouais. Après le reste. Et top 10 oui, aussi. top, Ouais, oui. top 10, c'est... Moi, Si tu me tu dis que t'appelles tu fais- Sébastien Loeb, top 10, tu t'en fiches. Oui, mais pour tout le monde, sortir un top 10 dans le Dakar, c'est quand même pas rien. Surtout cette année où il y a beaucoup de densité. Exactement. Et Quintero, on n'en a pas parlé en Non, 8e non. position, mais je sais, j'ai sauté un petit peu tes Non, mais tes notes, même pas. Mais non, parce qu'il a rien fait de spécial aujourd'hui, Quintero. Non, c'est Moraes qui aujourd'hui. Moraes, non, pardon. Non. Ici, mais tu vois, je l'ai mis dans la Ah tête. non, mais c'est pas vrai. Rémi Tissier sort de ce corps. Eh ouais. Non, mais Lucas Moraes, effectivement, il a dominé aujourd'hui et bon, il n'a plus rien à gagner, j'allais dire, sauf de faire des coups d'éclat et voilà. Contrairement à Quintero, qui lui était plutôt dans les premières positions. Ben voilà, ça n'a pas. En tout cas, soyez avec nous dès demain parce que je vais vous dire, l'étape évidemment, elle n'est pas encore passée, mais je vous garantis qu'avec oui. ce qui arrive sur les dunes, ça va être une étape incroyable de navigation, de difficulté, de technicité, de pilotage. On en parlait dans les dunes. Je pense que demain, on risque d'avoir de très très belles images. On Et, veut ouais. vos pronostics, d'ailleurs. Exactement. Oui, dites-le nous, vos pronostics, parce que justement, on va partir du côté des SSV. Non, attends, on n'a pas parlé du classement général. Quoi Ah oui. Ah oui, attends, je veux voir le classement général. On l'a Voyons. Ah bah bien sûr. Ah, très bien. On a toujours Après, tout on parle avec de Vincent. SSV parce que je veux parler de Xavier de Soultray Ah et voir oui. où il en est. Aïe. Et là, du coup, Nasser Al-Attiyah 4e, Guthrie 5e et Mathieu Serradori 6e. Ouais. Et Guillaume de Mévius, on n'a pas parlé Non, d'Emini, parce ouais. qu'aujourd'hui, P15. il est derrière la Tegane en fait au classement de la spéciale, donc on va pas parler de tout le monde tout le temps. Si, Guillaume de Mévius, non, il perd encore 2 minutes. Il est combien au général? Il est 15, P15. Non, attends, c'est pas le général ça. Si, Ah bon? c'est le général. Il Ah, est mais bah, il a P15, remonté Guillaume de un Mévius, petit peu. avec Alors, Mathieu il a remonté Baumel. un petit peu. Bon, C'est enfin, bien. bon, il est à 3 heures.
Ouais, mais bon, ça aurait pu être pire. Oh, bah, attends, il était deuxième l'année dernière du Dakar. Guillaume, on veut mieux l'année prochaine. Ça ne doit pas être facile hein, quand un Dakar se passe mal. Tu dis on termine P2 et qu'à la fin c'est P15. Ça ne doit pas être facile à accepter, mais voilà, c'est la course. Et d'autres auraient aimé ne pas abandonner et être quand même là. Donc, Je suis bien d'accord. Voilà. On parle des SSV, on parle de Xavier de Soultret, c'est tout de suite dans la meilleure section de cette émission. Attention, c'est parti, le SSV. Oui, carrément, la meilleure section. Mais direct. Mais oui, parce qu'on a des images exclusives d'Olivier. Ouais, incroyables. pardon, d'accord. Ouais. Oui, c'est vraiment la meilleure. Restez avec nous, c'est la meilleure section. On a des images incroyables et exclusives de Olivier Pernaut et Benjamin Rivière. Mais que s'est-il passé en SSV aujourd'hui, Anthony? Bon, en fait, les Can-Am se sont illustrés. Et quand on parle de Can-Am, c'est les officiels adversaires, j'allais dire, de Sébastien Loeb Racing et donc de Brock Hager et de Xavier de Soultret. C'est Jérémias González Farioli qui a réussi à s'imposer, lui qui avait terminé deuxième du Dakar en 2015. Donc hier, c'était Chaleco Lopez. Aujourd'hui, c'est Farioli. Bon, même s'il est en Dakar Experience et qu'il ne compte plus pour grand-chose, mais il a quand même montré que les Can-Am, ils sont encore là. Et ils avaient un peu les boules de s'être fait abattre par Polaris, l'année dernière. Mais Polaris est encore là, avec Brock Hager, qui ne perd que 51 secondes aujourd'hui. 51 secondes. Bon alors pour Xavier, il a fait P13. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait? Oui, on le sait. Il a eu un problème de direction assistée. Donc va conduire un SSV comme ça, Polaris. Comme Olivier sur la première étape? Exactement. Il a perdu un petit peu de temps. Il a déclaré d'ailleurs, c'était très lourd de tourner sans direction assistée. Bah oui, il a découvert, hein, évidemment. Et puis ensuite, à 50 km de l'arrivée, il a cassé une biellette de direction. Il a dû s'arrêter avec Martin Bonnet pour changer cette biellette. Alors il le dit, hein, c'est pas dramatique. On a encore 5 grosses étapes. On continue de croire à ce podium. Peut-être même à la victoire. Mais attention, parce que là, 29 minutes de perdu. C'est énorme. Sur Brock Hager, donc, qui lui, c'est comme une victoire, hein, parce qu'il perd du temps sur González Farioli, qui est hors course. Bon, c'est une victoire, un deuxième, Brock Hager, donc il peut vraiment, encore une fois, faire quelque chose. Il peut offrir à Polaris un deuxième succès au Dakar et donc contrer les plans de Can-Am. Mais c'est surtout qu'il est à 1h35, Xavier, de son Brock équipier. Hager. Là, il faudra vraiment un énorme fait de course pour qu'il repasse P1. Et attends, il a plus que 20 minutes d'avance sur Chaleco Lopez. Ah ouais, c'est tendu. Là, c'est compliqué. Par contre, il a 1 heure d'avance sur le 4e. Oui. C'est pas ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite de ne pas bouger du podium. J'aimerais bien qu'au moins ça reste P2. C'est vrai que la victoire me paraît difficile. C'est de plus en plus difficile. J'y croyais, hein, évidemment, mais Moi il ne fallait aussi. pas avoir de problème. Mais ça peut arriver. Genre, il peut se passer tellement de choses. Oui, d'accord. Mais bon, là, c'est lui qui accumule les problèmes et pas Brock Hager. On verra. Demain, les cartes pourraient être rebattues avec les dunes. Parce que... Ça va être intéressant. Non, ça va être intéressant. Franchement, je me posais la question... c'est des propulsions, c'est des deux roues, ouais. C'est pas des 4x4? Non, enfin, je ne crois pas dire des Je crois pas. Non, je crois pas. Dites-le nous si vous êtes calé en SSV. Si on est calé en SSV. Nous, on connaîtra mieux l'année prochaine quand on sera engagé en SSV. Ah, tu veux faire classique SSV et couvrir le truc sur place? On fait les choses bien ou on les fait pas. Hein. Ah ouais, je vois ça. Et on passe d'une voiture à l'autre. C'est ça. Et c'est ça, ouais. Et donc Florent Vessade, il a fait P4? Ouais, P4 de la spéciale, mais bon, on sait qu'il est loin au général, hein, puisqu'il avait eu un problème sur une liaison. Mais enfin, voilà, je voulais le souligner. Beau travail, en tout cas, de Florent et Nicolas Ray, qui, sur le 3e Polaris, donc, reste quand même en embuscade. Ouais, et en tout cas, au classement général, et on va en parler tout de suite, c'est la 17e position au général pour Olivier Pernaut et Benjamin Rivière. Franchement, c'est énorme. S'ils n'avaient pas fait des tonneaux, il n'y a pas eu de problème. Ah bah oui, non, mais voilà. ils auraient pu être... Enfin, ils seraient top 10. Eh oui. Là, ils sont à 17h, ouais, forcément. Mais le top 10... Il est à 11h. Non, mais je suis sûr qu'ils en seraient pas loin. Oui, mais 17h, c'est quoi dans un Dakar, franchement? Quand on pense qu'il est à 21 secondes en ultimate, là, ils sont à 17h. Et là, il est à 17h. Olivier, on y croit avec Benjamin. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, on voit qu'un pépin en course, la direction assistée, les tonneaux, ça a chamboulé leur course. Je suis sûr que top 15, ils y seraient. Parce que là, tu as le top 15, il est à 15h58. Ça passait. Hein. Non, et puis le problème, c'est que, comme on l'a dit, hein, justement, il faut rentrer de nuit, on perd du temps, on est dans les traces des autres concurrents, on a de la poussière, enfin c'est compliqué. Et d'ailleurs, on a des images exclusives, je crois. Ah, les images exclusives, je vous avoue que j'étais pas prêt aux images qu'on va voir. Olivier Pernaut et Benjamin Rivière, improbable. Le premier McDrive de l'histoire du Dakar.
La boule de dirham. Ils sont là. Les amis, on vient de descendre de la voiture. On vient de se farcir 840 km, dont 450 chronométrés. Ouais, toujours la même gueule. On est usé. On est usé, on vient d'arriver à l'instant. Voilà. Maintenant, ça va être le job des mécanos de remettre tout ça un peu au propre. Et alors oui, le rituel du soir, c'est la soufflette. Parce que sinon, il y a de la poussière dans le camping-car. Salut. Les gens qui font du rallye raid sont un peu tarés quand même. Parce qu'on voit pas toujours bien où on roule. Hein, Benji? Dans le doute, tu sautes. Bon, bah c'est le petit moment de détente. Chips, Coca, et puis voilà. Et ils se font plaisir. Ah, j'adore. Improbable ce McDrive à C'est- le dos à 10 000 là. C'est magnifique. En Sans les liaison. dirhams, sans les dirhams. Non mais c'est exceptionnel quoi. C'est Ah, voilà, en ils liaison. l'ont fait. Heureusement qu'un SSV, c'est pas si grand finalement. Hein. Je pensais pas qu'un jour dans un Dakar on passerait des images d'un SSV qui passe au drive. C'est pour ça, je pense qu'il faut que vous préveniez les gens. Voilà, ici, grâce à BF Goodrich, dans RS, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ah, c'est clair, hein. Bah, c'est exceptionnel. Je sais pas ce qu'ils ont pris à bouffer. Ah, ça, l'histoire ne le dit pas. Ils ont dû halluciner. Je pense qu'ils devaient pas être les seuls. Ils ont dû halluciner au McDo. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Par contre, c'est vrai que la soufflette avec. Ah, mais c'est super important en vrai, hein, mais parce que là, on ils doivent prend ça à la prendre rigolade. tellement de tarifs. Mais c'est tellement important, parce qu'en fait, le sable, ça passe partout, hein, évidemment. Donc, c'est le rituel. Quand on vient de se faire 800 km, effectivement, tu as envie quand même de ne pas ramener trop de sable dans ton camping-car. Ah, ils ont l'air épuisés. Par contre, c'est une épreuve. Hein. On le voit. Il dit, je sais pas comment ils font en rallye raid. C'est vrai, clair. mais c'est une discipline mais tellement violente. Tellement violent. Ces 15 jours-là, je crois que tu dors 8 jours après. Mais je sais même pas comment c'est possible. On parlait tout à l'heure des motards, et on va en parler là dans un instant, mais c'est assez fou. Il faut garder sa concentration en ayant 2-3 heures de sommeil. Enfin, waouh, les étapes de repos, en fait, elles sont bien, mais mine de rien, je pense que c'est un piège parce que tu vas dormir plus et en fait, tu te décales complètement de ton rythme. Ah, mais clairement, clairement. On se regarde le classement SSV avant de partir du côté des motos. Il va arriver. Eh oui. Il est là. Moi, il le est prêt. classement, voilà. Alors là, ça, c'est le classement de l'étape, tu le disais, avec Brock Hager en deuxième position, Chaleco Lopez en P3, Florent Vessat qui a fait la P4. Et pour le classement général, Brock Hager avec 1h35 d'avance sur Xavier de Soultray. C'est dommage parce que Xavier était revenu à 1h07. Mais hier. oui, ah, ça le difficile au moral de reperdre du temps comme ça. Et encore, il a limité les dégâts. Bravo à Xavier et Martin parce qu'il y a eu la réparation. Ils ont assez rapide. réparé, ce que j'allais te dire. Déjà, ils ont réparé. J'aurais été là, j'aurais fait « Oh, les gars, là, Oh, bah là, c'est je vais fini. regarder si je capte pour aller faire un tuto YouTube. » Ouais, c'est ça. on va appeler le camion d'assistance, on va appeler Christina Gutiérrez et, Ah oui, et c'est Pablo Moreno. Ils ont arrêté d'ailleurs ça. Non, comment ça, ils ont arrêté? Mais ils devaient faire Ah bah ils ont arrêté parce qu'il n'y a plus de problème pour Nasser Al-Attiyah, mais sinon ils n'arrêtent pas, ils sont là. Hein. C'est ça. Scoot toujours. Toujours prêt. Allez, la moto, ça tombe bien, eux aussi, ils sont prêts. KTM, ils rigolent pas. Ah Ils bah sont non. toujours là. Ah bah ils sont toujours là, et puis plus que jamais là, parce que c'est là combien, je sais même pas. Mais regarde les images, les C'est dunes génial. qui commencent. Mais... C'est beau, Oh. c'est beau. Et voilà, il y a quand même quelques dunes. On n'est pas encore dans le quart vide, mais il y a quand même quelques Ah, mais dunes. elles sont là, hein, c'est pas. Combien d'étapes est-ce qu'il a remporté? Je me souviens même pas, mais il rapporte quasiment tout, Daniel Sanders. Mais oui, il a réussi à s'imposer. En fait, quand il ouvre pas, il gagne. C'est simple. Ah, les ouais. étapes où il a ouvert, il n'a pas gagné. Toutes les autres, il est en tête. Chucky, là, c'est la 5e victoire d'étape dans ce Dakar. On en ajoute une pour Benavides. On en est à 6 pour KTM. Il y en a 2 pour Honda. Et puis une pour Sherco. Voilà, on n'est pas loin là, de la vérité, je crois. Si je dis Je pas de pense que bêtises. c'est ça. Hein. Ouais, il c'est a ça, pris 5, 1, 15. 6. Non, attends, je me suis trompé. Il y en a une pour Honda. La France ne t'en voudra pas, ne Ouais, t'inquiète je sais pas. plus. Bon, on est à l'étape 7. Mais en tout cas, voilà, il y a 4 ou 5 victoires d'étape de Daniel Sanders. Donc c'est quand même assez fort. Et surtout, eh ben si, c'est 5. Mais bien sûr que c'est 5 parce que c'est la première fois depuis 2016 et Toby Price que ça se passe. Ah oui. Et il est australien. Toby Price avait réussi à s'imposer. Est-ce que l'histoire peut se répéter? Bah voilà, c'est pas gage de réussite, hein, parce que Non. en 2014, on se souvient d'ailleurs que c'était Barreda
qui avait remporté lui aussi 5 spéciales et il n'avait Ah. pas remporté le Dakar. Ça, Barreda, il en a gagné. Ah, il en a gagné pas mal. Barreda, Joan Barreda. D'ailleurs, il est encore là en soutien en coach d'un certain Canet. Ah bon? Je dis, voilà. Je voulais Ça, pas dis dire rien. de bêtises, mais c'est lui. Ah, c'est pour ça qu'il avionne autant, Edgar Ah, Canet. je peux te dire Incroyable. qu'il est soutenu. Hein. On reste avec Honda, on parlait de Barreda. Tosha Sharena, il a 15 minutes 33 d'avance sur Sharena. Ouais, 15 minutes 33 de retard sur. Oui, pardon, par rapport à Sanders. Voilà, exactement. Bah oui, il a reperdu du temps. C'est le plus gros écart depuis le début de cette épreuve et ça arrive dans la deuxième semaine. Il est vraiment fort, hein, Chucky Sanders, là, franchement, face à Sharena, qui fait pas un mauvais travail. Hein. Il est troisième de la spéciale du jour à 3 minutes 45, donc il a pris 2 minutes de bonification. Il est toujours deuxième, oui, mais il est loin. Et celui qui, je pensais qu'il serait plus près, hein, je l'avais call, il aime le sable, mais c'est Adrien Van Beveren, il avait 19 minutes de retard. Attends, je crois qu'on peut dire, oui, il avait 19 minutes 11 de retard, là maintenant c'est 26,07. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème technique ou c'est de la navigation? Comment c'est passé? En fait, Honda a fait une course d'équipe, donc Brabec ouvrait, Ah oui, ils ont il a gagné la spéciale précédente. Mais c'était plutôt une bonne chose parce que Adrien et Ricky Brabec pouvaient rouler ensemble et donc prendre des bonifs tous les deux, puisque quand on est dans les 15 secondes dans un même groupe, on prend les bonifications. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais alors? Mais la stratégie n'a pas été payante parce que derrière, il est revenu, Sanders, parce qu'il a plu et que les traces étaient plus importantes que d'habitude. Ah, ouais. Et donc le sable était tassé et ça a permis à Sanders d'attaquer plus et d'avoir une vraie visibilité. Donc finalement, ces gouttes de pluie, elles n'ont pas été anodines. Et d'ailleurs, Sanders l'a déclaré. Hein. Il a dit ça m'a aidé aussi à ne pas prendre des mauvaises traces et à faire la correction automatique, si tu veux, si le cap n'était pas le bon. Ouais, il y avait un petit peu moins besoin du roadbook, c'était un peu. Ils ont plus tracé, jardiné quoi. une fois, enfin jardiné, Van Beveren et donc son équipier Brabec. En fait, Brabec s'est trompé, Adrien est revenu et ensuite ils ont fait la course ensemble, mais ça n'a pas été couronné de succès, j'allais dire. Donc 6 minutes 56 de perdu pour Van Beveren, Adrien aujourd'hui. Donc il passe à 26 minutes 07 du leader. Ricky Brabec perd 10 minutes aujourd'hui. Et Skyler Hawes encore pire, 11 minutes 23. C'était pas l'étape des Honda. Ah non, on a vu mieux. On a vu mieux. J'espère que ça se rattrapera sur les épreuves à venir. Non pas que je ne souhaite pas la victoire à KTM, mais c'est vrai que. Mais justement, Benavides. Benavides, il revient. Parce que j'allais le dire. Bah oui. En fait, on parle beaucoup des Honda, on a parlé des Hero. Les Hero, elles s'éliminent malheureusement. Voilà, on a l'image justement de Rose Branch qui malheureusement a abandonné. C'est pas des images du jour. Hein. Les Hero sont out. Il ne reste plus que Cornero, mais il est loin. Il y a donc Honda face à KTM, ça y est, parce qu'il remonte 5e au général, Luciano Benavides, soutenu par son frère, on l'a dit, qui a abandonné hier. Il est seulement à 4 minutes de Brabec. Hein. Il est 5e au général à 37 minutes. Donc pour le podium, ce n'est pas forcément fait. Loin de là. On pense qu'Adrien Van Beveren puisse le tenir, ce podium. Mais enfin, attention quand même pour les 2, 3, 4, 5e positions, Honda face à KTM. Et une petite surprise, et j'en en parlais justement de Joan Barreda qui soutient Edgar Canet. Edgar Canet roule en Rallye 2. Il a fait P2 sur l'étape. C'est monstrueux. Je ne sais même pas comment c'est possible. Au scratch, au général. Hein. Ouais, au général, ouais, mais c'est un truc de fou. Il n'a pas fait P2 en Rallye 2. Non. Derrière Sanders, les KTM, elles dominent. C'est incroyable. Il a pris la roue d'un pilote ou il était tout seul et il était tout seul. Il a avionné parce qu'il revenait de loin. Alors par contre, il a peut-être aussi eu la même réflexion, j'allais dire, que Sanders en ayant les traces distinctes. Enfin, quand même, franchement, son petit dossard bleu, là, ça veut dire qu'il est rookie. Eh ben, quel rookie, Edgar Canet, 19 ans seulement. Il est soutenu par les meilleurs. Donc voilà, c'est sûr que c'est quand même solide et c'est la première fois qu'une Rallye 2 s'invite dans le top 2. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et les Français en Rallye 2, c'est Romain Dumontier et Nils Terrick qui sont 3 et 4. Et ouais, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, il perd 10 minutes, Romain, sur Edgar Canet. Il termine 3e derrière Canet et Hebster. Et puis Nils Terrick sur sa Covey est 4e du classement, 5e du Général Rallye 2, en dépit d'une pénalité de 15 minutes quand même. Je ne sais pas si on l'a précisé. Il a changé le moteur de sa Covey par précaution à la journée de repos. Il ne savait pas exactement si ça allait pouvoir tenir. Et je crois qu'il a bien fait parce qu'on en parlera demain de Nils Terrick, justement sur sa Covey. Son équipier n'a pas eu la même réussite. Ah, forcément. Voilà. On en parle régulièrement, c'est les Malmoto, avec justement notre Français Benjamin Melot qui a repris un petit peu de temps sur le roumain. Eh oui, il s'est pas bien passé pour le roumain. Ça s'est pas mal passé, mais il a perdu un petit peu de temps sur Benjamin, qui est 24e du général.
Il a quand même 3 fois réussi à monter sur le podium de cette catégorie Malmoto. Emmanuel Giniès, le Roumain, donc, il est 23e du général. Donc voilà, il y a une place d'écart au général. Ils sont pas très loin. Ça va dans le bon sens pour Benjamin. Va falloir encore essayer de prendre du temps parce qu'il n'est pas encore dans les roues de son adversaire. Mais bon, c'est solide et ils se continuent le duel, tous les deux. C'est sympa. Et puis Jérôme Martini, le Français aussi, qui monte, 4e aujourd'hui. Et il est 30e du classement général. Donc voilà, pour son 3e Dakar, c'est pas si mal. Et il le fait en Malmoto. Ouais, c'est vrai. J'essaie de retrouver, mais ça va pas être évident à trouver parce que Benjamin Melot, il était, je vais me remettre sur le classement. Il est 24e du général. Ouais, mais justement, au classement d'étape, c'est un Tchèque, c'est Jaromír Romančík qui a fait P1. Oui, parce qu'il a été corrigé. Parce qu'au moment où on a préparé l'émission, il était 3e et en fait, il a fait P1 parce qu'il y a un temps corrigé, il y a un temps qui lui a été ajouté. Et c'est ce qui fait qu'il gagne l'étape devant Benjamin Melot. Alors que c'était Benjamin qui a fait le meilleur temps. Il y avait 8 minutes sur Benjamin Melot et 9 minutes de Emmanuel Giniès. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à rouler avec lui parce qu'il aurait pu reprendre du temps sur ce classement général des Malmoto. Ça peut être encore jouable. J'espère que ça pourrait le faire pour le pilote français, qu'on ait des Français qui gagnent dans leur catégorie à la fin du Dakar, ce serait beau. Ça serait bien pour prendre la revanche après 2020, parce que c'était Giniès qui avait gagné devant Melot en 2020. Ouais, 1 et 2. Bon. C'est vraiment les meilleurs ennemis, quoi. Ouais, 5 ans plus tard, ça y est, c'est la beau. Revanche. C'est beau, ça envoie du gros. Ce qui est gros aussi, c'est les camions. Une petite page pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans cette énorme catégorie. Alors, qu'est-ce qu'il a donné, le petit Alès Loprice ? Eh ben, c'est pas mal. Il avait perdu du temps lors de la spéciale précédente, enfin l'étape précédente. Il était très loin d'ailleurs de son adversaire Maciek. Il avait perdu 2h30 pour réparer un petit problème, pour aider. Ouais, mais en même temps, en camion, on peut vite perdre beaucoup. Donc, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, il est 3e du général. Donc, bon, il est quand même sur le podium, Loprice. Il a gagné aujourd'hui avec son 601, son camion 601 du team De Roy. 2e meilleur temps de cette édition 2025. Juste devant Vaitodas Zala. Vaitodas Zala, en fait, certainement que vous en souvenez, parce qu'on en a parlé et je disais qu'il venait de la voiture. Et ben, j'ai même revérifié. Il a même fait un scratch en voiture quand il était en mini l'année dernière. Vaitodas Zala, c'est quand même quelqu'un de costaud. Il a fait P2 aujourd'hui. Malheureusement, il a déjà perdu beaucoup trop de temps. Il est loin au général. Il a perdu 4h15 dans la spéciale 5. Et donc, il se retrouve 8e du général. Mais aujourd'hui, il a montré les crocs, le Lituanien. Je ne connais personne dans les pilotes dont tu parles en camion, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Mais c'est vrai que les camions, je suis toujours passé à côté. Alors que Martin Maciek, là, qu'on aperçoit avec son camion numéro 600, eh ben, lui est toujours large leader. Il a 2h08 d'avance sur Mitchell Van Den Brink, qui donc a fait aujourd'hui le 5e chrono. Puis je voulais parler de Kees Koolen. Alors, oui, pour les spécialistes. Ouais. Comment il va? Alors, il va bien. Ancien motard, pilote de camion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le connaît finalement mieux par son fils maintenant. Si vous vous intéressez au côté piste et endurance, etc. On en a parlé, je crois, une fois dans Racing Stream. C'est Niels Koolen, son fils. Et en fait, son fils roule en endurance. Lui, Kees, c'est l'ancien patron de Booking.com. C'est Booking.yeah. Booking.yeah, il est fort. Et c'est un des premiers à avoir investi dans Uber également. Et donc, c'est un homme d'affaires. Ouais, il est bien. Il est bien, Kees Il est Koolen. très bien. Et donc, il est connu, lui, dans le monde du Dakar. Son fils est plus connu pour faire des petits spins et des choses un petit peu moins bonnes et d'être très loin de ses adversaires. Il a fait de la Formule 2 notamment. Il était garé. Il a fait de l'endurance. C'était pas si mal avec l'équipe Duquesne. Mais voilà, en tout cas, la famille Koolen est là aussi. Quitte à voir peut-être un jour Niels faire du Dakar, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait qu'il soit un petit peu moins garé qu'en course automobile. Effectivement. Et c'est vrai que tu parlais du camion numéro 600. C'est vrai qu'on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est vrai que les dossards sont attribués par rapport au nombre, à la catégorie. Nombre de participation, on en parle. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les motards, c'est les premiers. Ouais. C'est pour ça qu'on a le numéro 1 avec Ross Branch. Qui est champion d'ailleurs. Voilà. Les 200, c'est les voitures. Ouais. Les 400, ce sont les SSV. Et les 100, ce sont les... C'est ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé la solution. Et les classiques, c'est les 700. On regardera. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont des classements énormes. Bon, on regardera pour demain, on vous dira un petit peu qui sont les 100 et les 300. Ça m'intéresse aussi. Ok. 300,
je pense que c'est les T3 plus. Sûrement. Mais voilà, en tout cas, si vous posez la question sur les dossards, pourquoi est-ce qu'ils avaient des numéros énormes alors que c'est les numéros 1, c'est que c'est par rapport aux catégories. C'est pour ça que le camion 600, il devait être numéro 1 l'année dernière. Ah ben tout à fait, il voilà. a gagné l'année dernière, Et Martin voilà. Macic. Ceci explique cela. Pourtant, Ce je nom n'ai pas du vu le camion l'année Tu dernière. le connais, Martin Macic, je suis sûr. Mais lui, que je connais de nom, mais c'est le seul. Je connais les DeRoy aussi. Et Low Price. Ouais. Non, ça, je connaissais pas. Ah bon, Vraiment, je Karel t'avoue. Low Price, tu connaissais pas? Non. Attends, il a gagné Honte je sais sur pas moi. combien de fois, mais oui, Ah bah c'est dingue. pardon. Voilà. Ça va. 6 fois vainqueur. Bon, qu'est-ce qui nous attend demain, mon cher Anthony, sur cette spéciale du car vide? Eh ben alors, on n'y est pas encore. Ah, mais tu veux y m'énerves. être dans ce Mais car oui, vide, hein. je Tu veux y arriver. veux, hein, ce car vide. Mais non, on n'y sera pas encore. On va arriver sur Riyad. Riyad n'est pas dans le car vide quand même. Montre-nous ça. Voilà, étape numéro 8. On part d'Al-Wadimi. Donc encore une spéciale où on aura parcours séparé entre auto et moto. Et ça, c'est vraiment bien, hein, parce que ça nous permet d'avoir eh bien une véritable spéciale de navigation. Ça, c'est vraiment super sympa. Donc, il y a plus de 700 km en tout à parcourir. Il en reste 1300 dans cette deuxième semaine. Donc, ça veut dire que quand même, eh ben, il va y avoir un gros morceau demain. Parce Ah ouais, que 487 km de spécial, Ouais. c'est pas rien. c'est pas rien. Et donc, il faut essayer peut-être de gagner du temps sur cette spéciale-là qui va rejoindre donc Al-Wadimi à Riyad. Comme aujourd'hui, donc parcours séparé, c'est une manière d'améliorer aussi la sécurité des concurrents, mine de rien, et des motards, pour éviter de se faire passer un peu limite. Et puis, on a donc cette navigation qui est au centre des préoccupations. C'est ce que David Castera voulait. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça va être une étape un peu cassante. Ça va être un peu difficile, je pense, pour les concurrents. Et peut-être qu'Al-Rajhi à domicile à Riyad va arriver en leader. Ce Pourquoi pas serait énorme. C'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, il Ah ouais. roule bien et franchement, il faut récompenser ça parce que ça marche très très fort. Je pense que ça va être passionnant, cette dernière ligne droite qui nous attend dès demain. Merci Anthony. On sera là, mais oui. Mais J'espère merci à bien. toi. Ah bah, j'espère, vaut mieux que tu sois là. hein. En tout cas, nous, on y sera à 19h30 demain en direct avec vous, les amis, qui nous regardez en direct, vous aussi sur Twitch. Merci à DF Goodrich. On se voit demain pour débriefer ça avec cette entrée, ce début d'entrée dans le car vide. Oui, je sais. J'ai très envie d'avoir des paysages de dunes à n'en plus C'est vrai, finir. c'est vrai. C'est ça le Dakar, c'est ça que j'ai Ouais. envie d'avoir. À demain, 19h30. Ciao! Vive le Dakar!